L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Nataša Pirc-Musar, présidente de la République de Slovénie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à s'exprimer devant l'Assemblée. Madame la Présidente, veuillez accepter mes chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élection en cet anniversaire historique, 80e anniversaire de l'ONU. Votre élection montre l'importance essentielle qu'il y a à inclure les femmes dans le processus de décision. Mesdames et messieurs, excellent. En 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale a été accueillie avec des réjouissances et l'on a fondé des espoirs dans une nouvelle ère de paix et de coopération incarnée par la Fondation des Nations Unies. Cependant, ces espoirs ont rapidement été assombris par le début de la guerre froide. Lorsqu'elle a pris fin en 1991, une fois de plus, nous avons osé croire que cela ouvrirait la voie à une vision de paix durable, de sécurité et de coopération telles qu'elles sont consacrées dans la Charte des Nations Unies. Malheureusement, cette vision ne s'est pas concrétisée. Et en fait, la situation s'est aggravée. Et voici pourquoi. Premièrement, le Conseil de sécurité, qui avait été prévu comme le pilier même de la sécurité collective, échoue à répondre aux attentes du monde en admettant qu'il ne l'ait jamais fait. Les 5 membres permanents étaient censés être des exemples pour le reste du monde et œuvrer à la paix. Certains œuvrent, au contraire, à leurs propres intérêts. Deuxièmement, la promesse des objectifs de développement durable, les ODD, est en train de se dissiper. Les progrès sont à la traîne avec des coupes au développement. Des millions des personnes les plus pauvres du monde ont encore moins de chances d'avoir accès aux services les plus basiques. Troisièmement, le droit international semble être au bord de l'insignifiance. L'indépendance des juges internationaux élus, l'intégrité des institutions en matière de droits humains, la sécurité personnelle des défendeurs des droits humains et l'autorité de cette organisation sont toutes attaquées. Quatrièmement, la Convention contre le génocide risque de devenir une relique du passé. Certains États ont mis la Cour pénale en difficulté, plus en difficulté que jamais. Ces procureurs, dont le seul devoir est la quête de la justice, et ces juges dont la responsabilité est de défendre le droit, notre droit international, sont maintenant confrontés à des sanctions et à l'intimidation. Comme si les pays qui les sanctionnaient préféraient de protéger les auteurs présumés d'atrocités plutôt que d'affronter la vérité et d'aider à faire que justice soit faite. Cinquièmement, l'avis historique de la Cour internationale de justice, la CIJ, affirmant que le droit international font obligation aux États de prévenir les torts contre le climat, paraît déjà obsolète. Et enfin, les États se retirent de l'accord de Paris sur le climat, du traité d'Ottawa et d'agences des Nations Unies, ou simplement réduisent leur financement. Chacun de ces actes sape l'appui au multilatéralisme, un système conçu pas pour quelques puissants, mais pour le bien de nous tous. Madame la Présidente, comment sommes-nous censés expliquer ces tendances à nos électeurs, à nos populations et avant tout à nos enfants? Devrions-nous leur dire que c'est la nouvelle normalité, que c'est le droit du plus fort qui l'emporte, que les forts peuvent s'emparer de ce qu'ils veulent, car ils le peuvent, qu'ils peuvent tuer en toute impunité, parce qu'ils le peuvent, qu'ils peuvent polluer, mener des guerres et fouler aux pieds le droit international, simplement parce qu'ils le peuvent? Sommes-nous prêts à regarder nos enfants dans les yeux et à leur dire « Voilà le monde dont vous hériterez et il n'y a rien que nous puissions y faire ». Avec l'adoption du pacte pour l'avenir l'année dernière, nous avons tracé un cap vers une ONU plus forte, plus tournée vers l'avenir. Mais nous devons maintenant les conditions permettant de respecter nos engagements.
une voie possible, c'est de créer un réseau permanent de plaidoyer pour fournir un appui politique inconditionnel et pérenne au pacte. À cette fin, je propose la création d'un forum mondial pour l'avenir, un mouvement d'États inclusif attaché au multilatéralisme, au respect mutuel et à la défense de notre vision commune. Un mouvement déterminé à défendre le pacte et à promouvoir sa mise en œuvre à tous les niveaux. Alors que les États essaient de voir comment mettre en œuvre le pacte pour l'avenir, certaines solutions pourraient paraître inadaptées aujourd'hui. Mais à long terme, mesdames et messieurs, elles ne sont pas facultatives, elles sont nécessaires de manière systémique. Le premier exemple, c'est la réforme du Conseil de sécurité. Nous devons tous reconnaître, nous sommes tous conscients du fait qu'il est le principal organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Mais ce qu'il n'est pas, et ne doit jamais être, c'est un organe qui est au-dessus du droit international, qui défend les intérêts de quelques-uns ou dépend d'autres. Les normes du jus cogens doivent être préservées, c'est une question de principe. Si l'interdit contre le génocide et les crimes contre l'humanité sont acceptés comme normes du jus cogens, est-ce qu'un membre permanent peut revendiquer un droit de veto légitime dans de telles circonstances? Les États membres ont essayé de répondre à cette question à travers de nombreux projets de réforme avec des progrès minimaux. C'est pourquoi nous devons oser aller plus loin maintenant. Nous, l'Assemblée générale, nous devons faire un pas audacieux et demander un avis consultatif de la Cour internationale de justice sur cette question même. Deuxièmement, nous devons affronter l'écart entre nos paroles et nos actes concernant l'équité entre les genres. Des progrès ont été réalisés, mais ils sont bien trop modestes. Ces 80 dernières années, seuls 13% des dirigeants d'organisations multilatérales ont été des femmes, et aucune femme n'a jamais été secrétaire générale des Nations Unies. Mesdames et messieurs, voilà qui doit changer. C'est pourquoi, Excellences, mesdames et messieurs, écrivons l'histoire. Aujourd'hui, la 80e session de l'Assemblée générale est dirigée par seulement la 5e femme à être présidente. D'ici la fin de cette session, elle devrait être rejointe par une secrétaire générale élue femme, une preuve évidente pour 4 milliards de femmes que même le travail le plus difficile du monde n'est pas hors d'atteinte pour elles. Mais la représentation des genres ne suffit pas. Ce que nous devons réaliser, c'est la véritable équité entre les genres, parce qu'elle profite non seulement aux femmes et aux filles, mais à toutes les sociétés entières. La véritable équité nécessaire des changements systémiques et donc l'autonomisation des femmes doit rester au cœur de notre ordre du jour international. Les organisations internationales doivent intégrer une perspective de genre dans toutes les politiques, et cela devra découler de la véritable participation des femmes et des filles elles-mêmes. Élire une secrétaire générale femme serait une décision historique, mais ce ne doit être que le début d'une transformation bien plus profonde. Madame la Présidente, le pacte pour l'avenir dit clairement ce qu'il faut faire pour transformer notre monde pour qu'il soit meilleur. Je n'ai évoqué que deux des nombreux défis que nous devons relever avec détermination, mais nous ne pouvons réussir en tant que communauté que si nous acceptons qu'il ne saurait y avoir d'avenir pour l'humanité sans changement fondamental. Le mandat du Forum mondial pour l'avenir serait de promouvoir un tel changement. C'est pourquoi il doit être inclusif. Ce ne doit pas être seulement une coalition de pays. Il s'agit d'inspirer des centaines de millions de personnes, car, s'agissant de la dignité humaine, le nombre de personnes pensant d'eux-mêmes est très important, diverses et ignore les frontières. La dignité humaine est indivisible. Nous devons nous battre pour elle, quels que soient les obstacles, et il y en a beaucoup, nous le savons. Pensons à la faim, à de nombreuses reprises. L'humanité s'est élevée sur les différents continents pour affronter le fléau de la faim. En vain. Pire encore,
L'arme est maintenant utilisée comme arme de guerre. Nous recevons quotidiennement des signalements, nous disons comment les femmes et les enfants sont affamés car ils sont considérés comme des cibles légitimes, comme des ennemis, comme des ennemis. Mesdames et messieurs, cela est tellement cruel, inhumain. Nous ne pouvons plus nous permettre que cela se poursuive. Il y a 40 ans, des musiciens se sont élevés contre la faim. Au lieu d'armes, eux, les Band-Aid, ont utilisé la musique. Le monde les a entendus, mais ils ne se sont pas exprimés assez fort. En effet, la faim n'a pas été éradiquée. Aujourd'hui, nous avons la science. Nous pouvons, à une échelle défiant l'imagination, lutter non seulement contre la faim, mais contre tout acte de violence, contre tous les êtres humains. Nous pouvons lutter contre toutes les craintes humaines. Bien sûr, la science, la technologie, la connectique mondiale sont trop souvent utilisées à mauvais escient par des dirigeants cyniques et des régimes guerriers. Mais ils peuvent également être utilisés pour le bien commun. Les artistes, les influenceurs, les visionnaires qui ont des publics constitués de millions de personnes peuvent unir leurs forces avec les gouvernements de pays de même avis. Ensemble, leur voix pour défendre l'humanité pourrait devenir irrésistible. Ensemble, eux et nous pouvons exiger que tous les gouvernements agissent réellement, tous les dirigeants mondiaux et communautaires pour le pacte de l'avenir et demander des comptes à ceux qui trahissent la dignité humaine dans son essence même à travers des guerres d'agression, des politiques génocidaires et des crimes contre l'humanité. Si nous unissons nos forces, si nous nous faisons entendre, personne ne pourra nous ignorer, même les gouvernements les plus arrogants et des dirigeants politiques individuels. Bien sûr, ces initiatives ne peuvent pas sortir de nulle part. Elles exigent du leadership. Un leadership fort, inclusif, sans peur. Nous, les dirigeants d'aujourd'hui, ne sommes que les gardiens provisoires du pouvoir. Certains d'entre nous ne seront peut-être plus ici après la prochaine élection. Mais c'est précisément la raison pour laquelle nous devons agir maintenant. Notre responsabilité, notre destin seront jugés à l'aune de la manière dont nous traitons notre planète et sa population aujourd'hui. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre le silence, l'ignorance ou la passivité, pas tant que nous détenons le pouvoir et que nous avons le pouvoir du verbe. Hésiter n'est pas une option, Madame la Présidente. Pour la plupart d'entre nous, membres de l'ONU, ce n'est pas le droit du plus fort qui l'emporte, c'est l'inverse. Nous devons permettre aux quelques puissants de nous ignorer. Nous ne devons pas accepter un monde où la force l'emporte. Nous, la majorité des membres de l'ONU, nous devons être des exemples. Nous devons œuvrer à un monde différent. Le Forum mondial pour l'avenir peut être une plateforme pour cette transformation si nécessaire, dans lesquels les partenariats avec des acteurs non étatiques et des entreprises sont indispensables. Les bénéfices doivent enfin être au service du développement pour tous. L'innovation et la durabilité doivent entraîner la tolérance, le respect mutuel et le dialogue inclusif. Est-ce là trop demandé? Si nous, les dirigeants de cette planète, ne pouvons rien proposer d'autre que la terreur, le conflit, la pollution, la peur, les inégalités et la guerre à 8 milliards de personnes, alors nous devons affronter la vérité. Nous sommes complices des crimes commis contre notre civilisation et notre planète. Et pas seulement nous, les chefs d'État, mais les dirigeants des institutions internationales, les PDG et chaque individu qui a le pouvoir de changer les choses. Chacun partage cette responsabilité. Aucun d'entre nous ne peut affirmer qu'il ignorait ce qui est en jeu. Si nous croyons à la dignité humaine pour tous, nous devons faire davantage. Nous devons arriver à un monde qui permet l'accomplissement des vies et ne les menace pas. Nous devons dire oui au multilatéralisme inclusif et dire clairement non au monde multipolaire. Montrons que l'Assemblée générale changera la donne, peut le faire comme elle l'a souvent fait précédemment. Démontrons que nous rejetons l'arrogance, la haine et la cécité délibérée face à une absence d'égalité et de justice, aux guerres d'agression, des crimes contre l'humanité et les génocides, parce qu'ils nous déchirent, et ce, pendant des générations. Et proclamons en toute sincérité, très sérieusement, que nous assumons la responsabilité personnelle et collective de défendre l'humanité, le développement durable et le droit international, car c'est ce qui nous permettra de rester ensemble en tant que civilisation
pendant des générations. Madame la Présidente, permettez-moi de conclure sur notre personnel pour le bien des générations futures, afin d'assumer nos responsabilités en tant qu'êtres humains. Il faut que nous fassions en sorte d'être du bon côté de l'histoire. Pour cela, il faut que nous fassions ce qui est juste. Nous n'avons pas pu arrêter l'Holocauste. Nous n'avons pas arrêté le génocide au Rwanda. Nous n'avons pas arrêté le génocide à Srebrenica. Nous devons arrêter le génocide à Gaza. Il n'y a plus aucune excuse, aucune. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie la présidente de la République de Slovénie.